Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une interview, un podcast exclusif avec Hugo Milanese qui est venu sur Dubaï, qui est venu nous rendre visite ici au show et qui tout simplement, eh bien, comme vous le savez sans doute déjà, est également trader en compte financier et qui va aujourd'hui être avec moi pendant une heure pour que nous puissions échanger sur notamment les CFD, les futurs, lequel choisir, pourquoi est-ce qu'il y a également cette guerre concernant ces deux types d'instruments financiers. Et donc tout simplement, nous allons commencer. Alors Hugo, est-ce que tu pourrais rapidement te présenter? Tout à fait. Bon, alors tout d'abord, merci Guillaume pour cette petite interview. Alors, je me présente, je m'appelle Hugo Milanès. Ça fait maintenant 8 ans, presque 8 ans que je suis sur les marchés financiers. Mais mon parcours ne s'arrête pas là, dans le sens où j'ai eu la chance d'avoir des expériences en banque en tant que conseiller financier au niveau des assurances vie, etc. J'ai aussi pu travailler chez un broker en interne, donc ça m'a quand même appris pas mal de choses sur le métier, notamment voir un petit peu la réaction des clients sur leur compte de trading et on va dire savoir ce qu'il faut faire et ne pas faire aussi dans un autre sens. Et puis j'ai terminé, on va dire, ma carrière de salarié en étant business developer sur une boîte d'investissement en Suisse. Et aujourd'hui, ça fait maintenant 3 ans que je vis de mon trading et bien évidemment que j'accompagne aussi des personnes à obtenir des comptes financiers, que ce soit en CFD ou en futur. Ok, donc vraiment un parcours très intéressant, un parcours très riche avec au final beaucoup d'aspects différents. Tu as pu voir différents aspects, comme tu le disais, voir également ce que font les traders particuliers, comprendre quand ils gagnent mais également quand ils perdent, le comment du pourquoi. Et justement, aujourd'hui, l'idée, c'était de débattre sur les CFD et les futurs, puisque comme tu peux le constater sur les réseaux, c'est un peu la guerre en mode tu fais CFD, tu es débutant, tu fais futur, tu es pro. Alors qu'en réalité, là, c'est un peu plus complexe. Il y a différents tenants et aboutissants à prendre en compte. Et l'idée serait qu'on puisse un peu démêler tout ça, comprendre dans quel camp tu te situes également, et peut-être partager des stratégies qui permettent de trader les CFD comme les futurs. Oui, pourquoi pas. Alors c'est vrai qu'il y a toujours cette guerre, hein, CFD, futur, comme un peu les différentes stratégies qui existent. On entend souvent, moi, ma stratégie est meilleure que la tienne, alors que bon, pour moi, toutes les stratégies peuvent se valoir. Ça dépend vraiment de la personne. Chaque stratégie peut convenir à une personne et d'autres pas. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi chercher ce qui nous correspond personnellement par rapport à notre psychologie, à notre agressivité, à notre aversion au risque et toutes ces choses-là. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Alors pour ma part, j'ai quand même pour le moment été plus longtemps en CFD qu'en futur. Les CFD, ce sont des produits qui sont très bien dans le sens où s'ils n'étaient pas là, le trading ne serait pas autant démocratisé. Parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir trader sur futur, il faut quand même avoir un capital plutôt conséquent. Je ne vais pas parler des propres firmes tout de suite, on y viendra sûrement après, pendant l'interview. Mais voilà, aujourd'hui, voilà, vous pouvez commencer à trader des CFD avec 200 euros. Alors, bien évidemment, 200 euros pour moi, c'est sous-capitalisé, hein, vous n'allez pas faire de grandes choses avec ça. Mais vous pouvez au moins voilà, commencer un petit peu à toucher, à tester, à comprendre un peu comment les différents marchés fonctionnent. Donc, ça peut être très bien. Les CFD vous permettent aussi d'edger vos positions, c'est-à-dire que vous pouvez être aussi bien à l'achat qu'à la vente, chose que les futurs ne permettent pas. Maintenant, il faut savoir quand même que les CFD sont des marchés miroirs. Donc évidemment, si vous êtes sur des bons brokers, il n'y aura généralement pas de problème globalement. Mais maintenant, sur les CFD, pour moi, ça manque un petit peu de transparence et on va manquer de données, en tout cas dont la manière dont on traite tous les deux aujourd'hui. On ne pourra pas trader de la même manière sur CFD que sur futur. Hmm. C'est vrai, et c'est très bien que tu le précises, puisque de base, les CFD ont été créés pour les institutionnels, puisqu'il s'agit au final d'une réplique synthétique. Et on voit qu'au fil des années, grâce à un marketing qui est quand même très fort, les CFD sont devenus au final le produit ou les produits des traders plus amateurs et les futurs plutôt des traders professionnels. Donc c'est intéressant de voir qu'au fil des années, il y a eu ce petit changement qui s'est fait et qu'aujourd'hui, selon où on se trouve, on peut être très vite catégorisé. Est-ce que tu as déjà eu le cas, par exemple? Peut-être auprès aussi des étudiants que tu accompagnes, cette petite guerre, on va dire, entre les deux. Oui, oui, tout à fait. Bah, il y en a qui disent oui, tu es sur CFD, donc t'es pas bon. Après, enfin, il y a quelque chose qui me fait rire, mais un trader qui n'est pas bon sur futur ne sera pas bon sur CFD, et un trader qui n'est pas bon sur CFD ne sera pas bon sur futur. Il y a un moment donné, faut remettre l'église au milieu du village, comme on dit. Maintenant, voilà, ça va vraiment dépendre aussi de vous, ce que vous recherchez, parce qu'encore une fois, sur CFD, vous pouvez faire des stratégies que vous ne pouvez pas faire sur futur.
et inversement. Je prends par exemple quelque chose de très bête. Sur CFD, quand vous achetez à plusieurs reprises, quand vous essayez de scaler votre position, vous allez avoir plusieurs positions sur votre graphique visibles. Sur Futur, vous allez plutôt voir votre prix de revient unitaire, votre PRU qui va être lissé à un seul prix. Ça aussi, ça peut changer la donne. Ouais, ce que tu veux dire, c'est que effectivement sur les CFD, on peut rentrer en fractionné, avoir les différents points d'entrée qui vont soit se cumuler, soit s'additionner, alors que les futurs, la question ne se pose pas, c'est vraiment un additionnement des points, ou des lots plutôt, et du coup, la marge d'erreur est aussi plus faible. Tout à fait. Elle est beaucoup plus faible, puisqu'en CFD, tu peux alors, soit sortir des fois une partie, tu peux, on va dire, un peu bricoler autour de ton trade. En futur, non, en futur, c'est soit tu gagnes, soit tu perds, soit tu es flat, mais tu n'as pas comment dire, cette élasticité dans tes mouvements. Tout à fait. Tout à fait. Puis après, sur CFD, évidemment, vous allez avoir plus de spread que sur Futur. Donc ça aussi, ça peut jouer en fonction de votre stratégie. Aujourd'hui, voilà, moi, je vois beaucoup de personnes qui essayent de faire du scalping sur CFD. Non, ça ne fonctionne pas. À la limite de l'intra-scalp, entre guillemets, pourquoi pas. Mais du scalping sur CFD, c'est juste impossible. Quand j'entends par scalping, c'est vraiment rentrer et sortir de position très rapidement. Parfois, ce sont des positions qui durent quelques secondes, au maximum quelques minutes. Mais c'est jamais des positions qui vont durer longtemps, comme on pourrait voir sur de l'intraday, où ça peut durer quelques heures, voire la journée, voire pour du swing aussi, effectivement. Et puis, il y a quelque chose aussi qui est important à prendre en compte. C'est pour ça que j'aime bien le CFD pour le swing. C'est qu'on n'a pas ce problème de rollover tous les 3 mois qu'on a sur les futurs, exactement. Et ça, quand on n'est pas au courant, ça peut surprendre. Ça peut surprendre. Mais c'est vrai, et c'est bien que tu l'aies précisé. On va dire que chaque marché a plutôt ses stratégies et ses actifs également. Alors, je prends souvent l'exemple du Forex sur les CFD, donc faire de l'arbitrage des paniers de devises. Par exemple, tu as envie d'arbitrer l'euro USD contre l'euro dollar ou l'USD JPY, des choses comme ça. Ça sera plutôt sur CFD. Par contre, tu as envie de trader du DAX, du Nasdaq, de l'Eurostoxx ou même du Bund, plutôt sur Futur. Et justement, pourquoi? Quelle est la différence sur les outils que l'on peut utiliser entre ces deux? C'est une question qui se pose, ce qui est légitime. Au-delà de la transparence, un marché futur, que vous soyez chez un broker A ou B, vous verrez exactement les mêmes choses. Et là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir utiliser tous les outils un petit peu d'order flow. Donc, c'est quoi les outils d'order flow? C'est les outils de volume. Donc, on va pouvoir retrouver le carnet d'ordre que je pense vous connaissez tous. En général, là où on perd tout le monde. Quand on parle de carnet d'ordre, ça fait peur et pourtant, voilà, c'est un outil qui est vraiment très important. Oui, et moi-même, quand j'ai commencé à me former là-dessus, je me suis dit, ouh là là, c'est compliqué, c'est pas des choses que j'ai l'habitude de voir, alors qu'en réalité, ça fait peur sur le papier, mais c'est pas si compliqué que ça. Du moment que vous êtes un minimum intéressé par la chose et que vous avez envie, j'ai envie de dire, de comprendre vraiment pourquoi en fait le prix se déplace. Donc de toute façon, c'est par rapport à l'offre et la demande dans tous les cas. Mais là, vous comprenez vraiment tout et vous voyez tout en temps réel. C'est-à-dire, quand je dis en temps réel, c'est que vous voyez en temps réel, avec le footprint ou le carnet par exemple, le nombre d'ordres entre acheteurs et vendeurs qui est échangé à un moment T. Et ça fait toute la différence et ça peut vous permettre d'avoir des points d'entrée assez exceptionnels, qu'on se le dise, et même parfois déconcertants. C'est vrai qu'il y a différents aspects, notamment dans le footprint, où on peut aller chercher des bouts de mèche. Par exemple, il y a une single print, un 0 contre un gros chiffre. En bout de mèche, tu peux rentrer qu'un stop de 3 ticks et aller chercher 10 ticks, 20 ticks ou 50 ticks. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même assez exceptionnel dans le sens où, comme tu as très justement dit, on peut rentrer au millimètre près, ajuster son risque et aller chercher le plus possible. Et sur les CFD, clairement, ce n'est pas possible. Moi, il y a un exemple que j'aime bien prendre. C'est par exemple, n'importe quoi, le prix va arriver sur une zone de support. Peu importe, mais la personne va peut-être attendre un marteau pour rentrer en position. Ce qu'il faut savoir, c'est que oui, sur CFD, vous allez attendre le marteau, vous allez rentrer à la clôture du marteau, que vous soyez en 5, 15 minutes ou d'autres time frames, peu importe. En fait, en futur, nous, on est capable de rentrer en bas de la mèche du marteau. Donc, à partir du moment où les gens vont plutôt rentrer en clôture du marteau, nous, vu qu'on va rentrer en bas de mèche, quand les gens vont rentrer, nous, on va déjà avoir pris un TP1 au minimum, voire avoir déjà pris notre TP total. Exactement. Et ça fait toute la différence. Parce que le fait d'avoir déjà des entrées ultra précises, forcément, on peut aller chercher des bons risk-reward. Alors, bon, pour ma part, je n'ai pas des bons risk-reward. Entre guillemets, je vais chercher du 0,4. On entend beaucoup aujourd'hui parler du risk-reward et je trouve que
théoriquement et mathématiquement, c'est vrai, mais dans la pratique, c'est autre chose. Il y a vraiment une grosse différence, entre, comme tu dis, entre la théorie et la pratique. Et la réalité, c'est qu'il faut se confronter au marché. Tu peux avoir la meilleure des théories, qui effectivement se tient techniquement, si tu calcules mathématiquement 1 plus 1 égale 2. Mais en réalité, les marchés peuvent être tellement fourbes que tu dois t'adapter à la réalité du marché et adapter aussi des fois. C'est-à-dire que tu as un stop loss pour protéger ton capital, tu vas peut-être sortir avant le stop loss. Tu as un take profit pour encaisser tes gains, tu vas peut-être les sortir avant. Et ça, c'est vrai que c'est un peu la difficulté au final que l'on peut retrouver dans le trading. Tout à fait. Et moi, je le vois beaucoup. J'ai des étudiants qui font des grands backtests. Alors, c'est très bien, il faut le faire. Mais généralement, les backtests, tout le monde est rentable. Tout le monde est rentable. Parce que même moi, si je reprends un peu le temps où j'en faisais beaucoup, voilà, des fois, j'étais là, je disais, bon, ce trade-là, je ne l'ai pas vu, mais je le mets quand même dans mon backtest, quoi. C'est bon, ça passe, personne ne le saura, tu vois. Et en réalité, voilà, on ne sait pas ce qui peut réellement se passer au moment T. Il y a aussi la psychologie qui va rentrer en compte. Peut-être que vous allez être dans une mauvaise journée, je ne sais pas, qu'émotionnellement, ça va être difficile, vous allez stresser, du coup, vous allez prendre position trop tôt, ou vous allez potentiellement sortir avant. Et en fait, tout le backtest que vous avez fait au préalable, finalement, il est faussé. Ouais. Et l'autre problème aussi, c'est que, ça je l'ai déjà vu auprès de certains de mes étudiants, c'est que tout simplement, ils vont faire un backtest sur des outils qui vont se recalculer, qui vont repeindre. Donc tu prends par exemple le mois dernier, tu backtestes, ok, tout est bon. Mais à l'instant T, tes courbes n'étaient pas au même endroit, tu vois. Et ça, c'est un piège mais monumental que beaucoup font et qui, au final, va leur porter préjudice, puisque tu pars du principe que ton backtest dit j'ai 90% de réussite, tout va bien. Tu passes en réel, tu trades, tu rentres vraiment dans le marché. Et là, c'est stop loss sur stop loss. Et à partir de là, tu as un problème qui est énorme, c'est que la psychologie va en prendre un coup. Et qu'est-ce qu'on fait à partir de ce moment-là? C'est un cercle vicieux qui se met en place entre celui-ci aurait dû être bon, il n'était pas bon, ok, le suivant sera bon, il n'est pas bon, etc., etc. Et là, ça devient très compliqué. Ouais, ça peut être très très pesant à long terme quand on rentre dans cette spirale. Et d'ailleurs, si vous êtes un petit peu dans ce cas-là, ce que je vous invite à faire, c'est à prendre un petit peu de recul, à souffler, même ne serait-ce qu'une ou deux semaines, revenir, essayer d'analyser, comprendre réellement ce qui ne va pas et ajuster le tir en fonction de ça. Et c'est ça qui vraiment va vous faire progresser à long terme, c'est d'ajuster. Et aujourd'hui, j'en parlais avec d'autres personnes, mais les gens ont souvent tendance à changer de stratégie dès qu'ils prennent une série de pertes. Or, c'est la pire chose à faire parce que non seulement, à force de tout vouloir faire, vous allez vous perdre, ou peut-être qu'en apprenant une stratégie et une autre en même temps, eh bien, il y aura paradoxalement voilà, une stratégie qui va dire, je ne vais pas dire d'acheter et de vendre au même moment, mais il va y avoir des moments où ça va être paradoxal et vous allez vous dire, OK, cette stratégie me dit d'acheter, mais là, je n'ai pas encore tous les signaux. Donc, est-ce que je rentre ou je ne rentre pas? Et psychologiquement, en fait, ça va être difficile pour vous d'agir. C'est très compliqué, effectivement, parce que entre la théorie, c'est une chose, mais lorsque tu as ton propre argent ou même de l'argent financé qui est en jeu, la psychologie va te pousser dans des retranchements que tu n'as pas forcément explorés. C'est-à-dire, je vais donner un exemple très bête, très simple. Tu te dis, j'ai 10 000 euros. Ces 10 000 euros, je peux les perdre. Ok, il n'y a pas de souci, je peux les jeter. Jusque-là, ça va. Quand tu vas commencer à rentrer dans le marché avec cet argent, tout d'un coup, tes 10 000 euros vont devenir ce que tu as de plus précieux. Exactement. Et là, tu vas perdre, tu vas te dire, tiens, je suis trop bête. Tiens, le marché n'est pas sympa, etc., etc. Et à partir de là, c'est vraiment, au final, très compliqué de s'en sortir, puisque tu as plein d'éléments qui viennent t'embrouiller et qui vont te pousser à faire encore plus d'erreurs. Et c'est ça le truc. C'est exactement pour ça qu'il faut vraiment structurer son trading, en fait. Et quand je parle de structuration de son trading, c'est pas seulement avoir un plan. Le plan, évidemment, c'est quelque chose d'hyper important. Pour moi, vous n'avez même pas lieu d'ouvrir votre station de trading si votre plan n'est pas fait, ou enfin, du moins de commencer à trader. Mais au-delà de ça, il y a aussi l'environnement, le cadre, le contexte, le cadre de travail, les horaires de trading aussi. Moi, j'ai des personnes qui vont trader entre midi et 2 parce qu'ils ont une pause. Non, c'est pas bon, ça ne fonctionne pas. Alors peut-être que vous allez prendre 1-2 trades qui vont passer, mais à long terme, ça n'est jamais viable. Et c'est assez intéressant, je rebondis sur ce que je suis en train de dire, mais moi avant, j'avais pas forcément d'horaire quand j'étais en intraday. Enfin, du moins, je tradais 2-3 heures par jour. Mais à l'arrivée, j'avais pas d'horaire fixe en fait. Je plaçais mes zones, je plaçais mes alertes. Quand mon alerte se déclenchait, et ce, peu importe l'heure, c'est à ce moment-là que je me mettais dans le graphique. Mais à terme, c'est compliqué à gérer.
Tu étais potentiellement contre le flux au final aussi. Potentiellement, puisque c'est vrai qu'il y a une notion de flux, il y a certains canaux horaires où les flux sont plus intéressants. Et c'est vrai que tu peux avoir des points d'entrée hors flux ou contre flux aussi. Et ça devient très compliqué puisque ton stop loss qui était censé, bon, certes protéger au cas où, elle va être touchée régulièrement. Et là, encore une fois, on retombe dans la psychologie de se dire, tiens, je suis trop mauvais, je n'y arrive pas, le marché est méchant, etc. Et tu retombes du mauvais côté. Et c'est compliqué ça. C'est bien que tu en parles justement du contexte. Ouais. Et tu vois, aujourd'hui, donc, moi je suis en Colombie, donc j'ai des horaires un peu spéciales. Je trade uniquement la session US parce que la session européenne est pendant la nuit, donc je tiens quand même à mon sommeil, même si là je suis un peu fatigué, mais c'est le jet lag, c'est normal. 9 heures de décalage quand même. C'est pas rien. Donc aujourd'hui, moi, ma session de trading est de 8h30 à 9h30 et je ne traite pas une minute de plus. Et c'est assez intéressant aussi parce que toi, on discute souvent et tu prends beaucoup plus de trades que moi. Tu es un peu le scalper fou, on pourrait dire finalement. Là où moi, je vais aller chercher seulement 2 trades par jour, 4 points sur le SP, ce qui est pour moi totalement raisonnable. C'est rien hein, finalement, 4 points, c'est rien du tout. Mais je me contente de ça. Avec, enfin, quand on a plusieurs comptes financés, tu prends un contrat mini sur le SP500, tu vas chercher 2 points, ça fait $100 par trade. Donc multiplié par X comptes, ça peut vite devenir très intéressant. Et moi, je vois, enfin, depuis que je traite de cette manière, je trouve que tout va mieux, quoi. Tout va mieux. Bah déjà, tu es pas, comment dire, en friction avec le marché. Tu rentres très vite, tu ressors très vite. Si derrière, c'est le bazar sur les marchés, s'il y a un mauvais tweet qui circule, etc., tu es déjà ressorti. Et c'est vrai que, mais c'est ça, c'est exactement ça. Et bon, moi, je le vois, j'ai mon fonds privé, où dedans, il y a plusieurs comptes financés, des comptes pro, etc. J'ai une personne qui va aussi gérer mon emploi du temps sur les marchés, tu vois, qui va me dire, bon, tu as pris du retard sur ce type de compte, tu travailles ce type de compte. Tu as pris du retard ici ou tu es en avance ici, tu ralentis, etc. Et c'est vrai qu'il y a des jours où tu as envie de prendre beaucoup de trades. Il y a des jours, tu vois les opportunités défiler et tu es là, je veux les prendre. Et c'est là où je suis content justement d'avoir une personne qui me dit, tu as atteint l'objectif sur ce compte, tu passes à un autre. Et donc, ça permet de multiplier, certes, les trades, comme tu as dit, des fois, d'avoir beaucoup de trades à mon actif, mais répartis sur différents comptes avec différentes stratégies aussi. Et tout ça, c'est de l'organisation. Et comme tu le disais très justement, c'est déjà commencer la journée par organiser sa journée. C'est pas commencer en tradant, tiens, j'ai gagné, j'ai perdu, chouette. Non, c'est où est-ce que j'interviens aujourd'hui, quand j'interviens et quel contexte au final. Est-ce que Monsieur Trump a dit quelque chose qui a agité tout le monde sur la toile ou pas? Est-ce que les marchés sont calmes? Est-ce que la volatilité, le risque, etc. Et c'est de globaliser ça et de synthétiser au final. Tout à fait. En fait, quand vous arrivez sur votre graphique, nous, on est des traders. Donc, on se doit de savoir quand exécuter, finalement. C'est aussi simple que ça. Je crois que c'est toi qui me l'avais dit une fois, on n'est pas des analystes. Donc on n'a pas vraiment à savoir jusqu'où va aller le marché. Le marché monte ou qui baisse, c'est pas notre souci au final. C'est pas notre métier en plus, exactement. C'est vraiment différent. C'est vrai que le métier d'analyste ou de trader, c'est différent. L'analyste dans le milieu institutionnel va au final collecter l'info, la synthétiser et l'envoyer au trader. Et le trader, en fonction de ça, va prendre ses décisions. Et c'est très bien que tu en parles, justement. Tout à fait. Et c'est marrant parce que il y a une certaine addiction au trading qui peut se créer. Ça, il y a beaucoup de gens qui n'en parlent pas, je trouve. C'est un peu dommage parce que c'est un peu... Alors, c'est pas un jeu, hein, c'est un métier qu'on remette bien les choses au clair. Mais ça peut être un problème d'argent et de jeu, un peu comme quelqu'un qui va au casino et qui veut toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Ça, déjà, c'est pas viable, encore une fois, pour moi. Et moi, il y a plein de fois où des fois, je peux finir ma session en 15 minutes parce que j'ai eu mes 2 opportunités dans les 15 minutes. Ça arrive souvent, c'est du scalping, des opportunités, il y en a vraiment plein. J'ai envie de continuer. Ouais. J'ai envie, je suis là, même des fois je laisse ma plateforme allumée ou je me mets en démo pour continuer à trader parce que j'ai envie de trader. Alors que je me mets, mais je suis en démo, hein, mais c'est juste j'ai envie de voir ce que j'aurais pu faire. Et alors des fois ça se passe très bien, des fois moins bien, donc c'est pour ça que j'aime bien avoir des règles. Mais c'est très addictif, c'est très prenant. Aujourd'hui, ça m'arrive très rarement de pas ouvrir un graphique durant la journée, quoi. Même le week-end, je regarde ce qui se passe, que ce soit sur les cryptos, ce qui s'est passé sur d'autres marchés que je regarde même pas d'habitude, juste pour être informé en fait un peu de ce qui se passe. Mais voilà, mais j'adore ça et c'est quand ça devient une passion et un peu, bon, c'est une addiction contrôlée hein, encore une fois, mais il faut faire attention à ça, quoi. C'est très bien que tu en parles et ça c'est vraiment un warning qu'on pourrait mettre en avant. C'est que beaucoup de personnes vont commencer le trading
comme tu l'as un peu dit aussi, pour peut-être faire de l'argent. Certes, c'est le but, mais se sortir d'une mauvaise situation financière. Et ça, c'est la pire des choses. C'est la pire des choses puisque tu as déjà une pression. Tu as la pression de te dire, je dois sortir tant et tant pour rembourser un prêt, pour ci, pour ça, peu importe. Ça ne fonctionne pas. Puisque tu vas te forcer à prendre des opportunités. Et là, tu as la double peine. D'un côté, tu vas te forcer à prendre des opportunités. Si, admettons, elles sont gagnantes, tu vas devenir addictif en te disant, j'en veux encore plus. Et si elles sont perdantes, même triple peine d'ailleurs, tu vas te dire, merde, je dois me refaire. Tu vois. Et à partir de là, c'est catastrophique. Terminé. J'avais lu un livre où je crois qu'il existe plus de 160 biais cognitifs. Alors, on ne peut pas tous les énumérer, pardon, mais il y en a plein qui sont connus en trading, hein, que ce soit le FOMO, le trade revenge, le FUD, l'overtrading, ne pas prendre ses responsabilités, justement. Enfin, il y en a plein. Donc, en fait, étant donné qu'il y a autant de biais psychologiques, eh ben, n'allez pas en rajouter des supplémentaires. Moi, j'ai vu des gens qui ont fait des crédits pour pouvoir trader. C'est ultra dangereux, surtout que déjà, crédit d'accord, mais c'est un crédit, donc il y a des intérêts sur ce crédit. Donc déjà, faut rembourser le crédit et les intérêts. Donc déjà, vous tirez une balle dans le pied dès le début, ça c'est vraiment catastrophique. Et même le fait de savoir, enfin, moi, quand j'ai commencé à me mettre 100% en trading, j'avais la chance, j'étais au chômage. Et j'avais un chômage suisse, donc je vivais relativement bien, je vais pas le cacher. Mais au début, mes premiers mois, ça faisait, et puis je tradais déjà depuis longtemps, hein, mais mes premiers mois, quand je sortais 500, 1000 euros, bah, j'étais pas inquiet parce que je savais que j'allais pouvoir manger, je savais que j'allais pouvoir payer mes frais, etc. Et j'avais pas de problème avec ça. Mais si je prends du recul et si j'avais simplement pas ce chômage-là, ça n'aurait pas été viable du tout. Tu ne serais peut-être pas arrivé, puisque tu aurais eu plus de pression. Je veux dire, aujourd'hui, tu as un très bon niveau et tout ça, parce que tu avais cette sécurité quelque part. Tu n'aurais pas eu cette sécurité, tu aurais déjà pensé différemment. Tu te serais dit, je dois absolument. Tu aurais pris les décisions simples et rapides qui, en général, n'amènent nulle part, et tu n'y serais pas arrivé. Donc, c'est vraiment bien de le préciser. Voilà, le trading, c'est pas un jeu, c'est quand même un métier. C'est aussi beaucoup de stress des fois à gérer, un peu de pression. J'ai connu des traders institutionnels avec qui j'avais aussi travaillé à l'époque qui étaient sous pression du matin au soir. Et ça, beaucoup de gens ne le voient pas. C'est que il y a le côté un peu sexy du trading où tu as des courbes, ça clignote, rouge, vert et tout ça. Mais derrière, tu as cette pression et il faut arriver à la gérer pour faire du résultat, mais aussi pour vivre correctement. Exactement. Ça sert à rien de. Alors, ça paraît bateau ce que je dis, mais c'est bien beau de gagner des millions et des millions d'euros, mais si vous prenez pas de temps pour vous, et ça va dépendre des personnes, hein. Il y en a qui sont plus solides que d'autres, qui vont pouvoir tenir plus longtemps que d'autres, mais à terme, ce sera jamais viable. Et il me semble d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, tu vas pouvoir sûrement me le confirmer vu que tu connais un peu mieux les institutions que moi quand même. Mais le métier de trader ne dure jamais, enfin les gens ne restent jamais 20, 30 ans en poste. Et c'est rare, très rare. En fait, alors, on rentre dans un sujet encore un peu plus délicat, mais c'est vrai que le trader institutionnel, déjà, il a la pression hiérarchique, puisque s'il génère X millions une année, l'année suivante, il doit faire au minimum cette somme-là, voire plus. Puisqu'il faut savoir, c'est que les places sont très restreintes. Mais derrière, tu as 500, 1000, 2000 jeunes qui veulent faire leurs preuves. Donc, le trader qui n'est plus performant, qui baisse un peu en performance, il est éjecté très vite. C'est ça la réalité du terrain. Et même moi, je l'ai vécu, alors pas en institution, mais à titre personnel en 2019. Bon, j'étais sur des montants très importants. Je tradais vraiment comme un sauvage. Voilà, c'est le cas de le dire. Alors, je ne vais pas me plaindre, j'ai bien gagné. Mais derrière, psychologiquement et même physiquement et tout ça, c'était une pression très forte. Et à un moment donné, il faut aussi, comme tu as dit, arriver au final à certes trader, mais quand tu dis stop, je profite du week-end ou stop, je fais une pause, il faut le respecter. Parce que sinon, tu ne tiens pas dans la durée. Il faut s'écouter et je pense que le cerveau et le corps sont des bons signaux pardon, d'alerte à ce niveau-là. Il faut vraiment pas les prendre à la légère parce que sinon ça peut vraiment prendre des proportions démesurées et ça peut même être dangereux dans certains cas de figure. Je vends ça comme si c'était un truc de fou, mais en réalité, ça existe. Il y a eu des gros malheurs là-dessus, effectivement. Ouais. Et justement, alors, nous n'allons pas parler de malheur durant tout le podcast, mais c'est bien de le préciser par contre, parce que c'est une réalité. Maintenant, nous allons parler plus de bonheur et de solutions. Et justement, alors, il existe des propres firmes, comme tu l'as dit, qui permettent
d'obtenir du capital. Alors, certaines de différentes manières, certaines avec des challenges, d'autres avec pas de challenge du tout, aucune règle, etc. Ce qui va permettre de diminuer la charge mentale, le stress psychologique, etc. Et est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus là-dessus? Alors déjà, il y a ce premier point où effectivement aujourd'hui on a des leviers extraordinaires grâce aux propres firmes, aussi bien CFD que Futur. Ça, vous ferez vos propres choix en fonction de vos stratégies, comme on l'a dit en début de podcast. Mais si je prends un exemple bête, aujourd'hui un compte propre firme de 50 000 $, ça peut coûter très très peu. Il y a souvent des promos d'ailleurs, mais moi j'ai acheté 5 comptes dernièrement chez Fidias. Le compte m'a coûté 16 €. Donc 16 € alors par mois, évidemment. Après, il y a les frais d'activation et tout à prendre en compte, hein, bien sûr. Mais vous vous dites que pour 16 €, je peux potentiellement débloquer un compte de 50 000 $. Quand prenez du recul, c'est un levier de dingue, de dingue. Et même demain, si vous cramez votre compte, moi je le dis aujourd'hui, je passe mes challenges en accéléré parce que mon but, c'est pas de prendre mon temps en challenge, c'est vraiment d'y aller un peu comme un sauvage. Ouais, voilà, exactement. Ça me dérange pas d'all-in un challenge pour l'avoir rapidement parce que derrière, je sais qu'une fois financé, de base, je suis rentable et donc je vais repasser sur un risque modéré et je vais pouvoir tranquillement augmenter mon capital. A contrario, si je crame le compte, j'ai perdu 16 €. Finalement, c'est quoi? C'est 1% sur un compte à 1500, tu vois? Voilà. Mais c'est justement, je rebondir sur un truc. Tu parlais de levier. Et c'est hyper intéressant ce que tu as dit. Et je pense que tu as résumé vraiment toute la situation. C'est qu'en trading, tu as deux possibilités. C'est soit tu utilises du levier dans tes positions, ce qui n'est pas recommandé, ou tu utilises du levier en acquérant du capital via des propres firmes. Et c'est là où la solution se trouve. C'est que tu ne vas pas utiliser du levier sur ton trading en disant je vais mettre 10 lots, je vais fermer les yeux et pourvu que ça passe. Non, c'est j'achète plus de capitaux, j'achète des capitaux plus importants, et donc le levier par rapport à ma dépense initiale, il est automatiquement mis en place. Et ça, je trouve, c'est incroyable. Alors, encore une fois, il existe des propres firmes que tu connais également qui permettent d'accéder du capital sans challenge et sans contrainte un peu bizarre, des fois, il faut le dire. Et en partant de là, nous pouvons mettre une architecture financière en place. Je pense que c'est ce que tu fais également. C'est partir d'une propre firme sans challenge et sans règles bizarres, obtenir des payouts et avec ces payouts, racheter plus de comptes en dessous. Et à partir de là, tu peux scaler au final 1 million, 2 millions, voire 3 millions assez facilement. Alors, quand on dit facilement, c'est toujours un mot un peu qu'il faut prendre avec beaucoup de sérieux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'opportunité est possible. Après, c'est au trader de faire l'effort. Est-ce que tu vois un peu le principe? Oui, oui, tout à fait. Comme je l'ai dit, j'ai acheté 5 comptes moi d'un coup. J'en ai débloqué 2 en 10 jours, ce qui est pas mal. Bon, j'en ai cramé aussi dans le lot, faut dire la vérité. Là, je sais que je vais rentrer tranquillement, reprendre mes esprits en Colombie, mais je sais que les 3 autres comptes, je vais les avoir en 2 semaines maximum, quoi. J'ai pas peur de le dire, hein. Peut-être que pour certains, ça paraît, il est en train de nous scammer, mais non, pas du tout. C'est juste qu'encore une fois, je rentre, je all-in, on va dire, presque sur mes comptes en challenge. Donc, c'est normal que j'ai mes comptes rapidement, hein. Ça va de même. Justement, c'est ça le truc, c'est que sur des validations, tu peux faire des all-in. Puisque l'objectif, et comme tu le disais très justement, quand tu achètes pour 50 000 à 16 €, voilà, la question ne se pose pas. Tu vas pas commencer à chercher un petit point par-ci, un petit point par-là. Tu vas très vite, tu crames 16 pour potentiellement débloquer 50 000. Donc, tu fais cette stratégie d'all-in qui est financée par tes payouts d'une propre firme sans challenge. Et après, ça va très vite. Et tu es d'ailleurs un expert en plus en propre firme. Oui, on parlait de risk-reward tout à l'heure. Là, je pense que vous ne pouvez pas trouver mieux. Non, hein. non là, à mon avis, ça paraît un peu compliqué. Et autre avantage, on n'en a pas forcément parlé, mais aujourd'hui, par exemple, les propres firmes CFD sont beaucoup plus onéreuses que les propres firmes futures. Alors certes, les propres firmes futures sont un peu plus strictes en termes de risque, en termes de drawdown qu'une propre firme CFD classique. Maintenant, c'est beaucoup plus simple, à mon sens, pour ma part, de débloquer du capital en futur qu'en CFD. Et d'ailleurs, on n'a qu'un seul challenge en futur. C'est ça. Globalement. Qu'en CFD, on peut en avoir 2. Des fois, il faut aller chercher avec les 2 challenges du 15%. 15%, c'est quand même... c'est beaucoup. 1, c'est une certaine performance. Et puis 2,
Par exemple, un compte à 100 000, c'est environ 500, 550 euros sur une propre firme classique. Bon, là, ça m'embête un peu plus de all-in et de perdre potentiellement 550 euros. Ouais, Il faut se dire aussi les choses. forcément. Ouais. Donc, de fil en aiguille, c'est aussi pour ça que je me suis dirigé de plus en plus vers le futur, quoi. Ouais. Mais c'est très intéressant ce que tu dis et c'est en même temps, alors pas contradictoire venant de toi, mais du système au final qui est très contradictoire, c'est que certaines propres firmes aujourd'hui vont imposer des règles pour professionnaliser le trading. Et en parallèle, elles te demandent d'obtenir X% de rendement. Donc tu vois un peu il y a une incohérence intellectuelle là-dessus de se dire être professionnel, c'est avant tout trader ce que le marché te donne, pas chercher forcément tel ou tel objectif. Donc c'est vraiment intéressant de pouvoir, avec la propre firme avec qui nous collaborons tous les deux, d'obtenir un compte financier sans challenge et aussi sans règles bizarres, d'obtenir ses premiers payouts simplement, et avec ces payouts, financer au final toute l'arborescence du capital. Et à partir de là, voilà, ça permet d'être serein, alors toujours en étant sérieux et en travaillant, mais serein dans le sens où un capital a été débloqué à moindre coût, faut dire ce qui est, et d'obtenir ces résultats, ces besoins financiers en cherchant peu de performance. Et ça, c'est intéressant. Ouais. Quand j'ai commencé, oui, toi, ça fait beaucoup plus longtemps que moi que tu trades. Voilà. Mais les propres firmes n'existaient pas avant. Les propres firmes n'existaient pas. Donc, moi, quand j'ai commencé à trader, bon, voilà, j'ai fait mon dépôt de 1000 euros. Je ne savais même pas que les propres firmes allaient exister. J'en avais jamais entendu parler. Je pensais que mes 1000 euros, j'allais pouvoir les développer jusqu'à des sommes astronomiques. Mais c'était des paillettes dans les yeux, en fait. Parce qu'on voit effectivement aujourd'hui des personnes qui font un peu des montantes où ils posent 200 euros et ils vont chercher rapidement 3-4 000. Oui, ça se fait, mais premièrement, il faut déjà être très rentable pour le faire, il faut déjà être très bon. Quel- Oui, quelqu'un de lambda ne peut pas faire ça. C'est sûr que si, là on l'a beaucoup vu dernièrement depuis le Covid, mais le marché ne fait presque que de monter. Donc c'est sûr que si vous commencez à prendre des trades en achat sur un début d'impulsion et que vous scalez vos positions à l'achat, évidemment que votre compte peut exploser ultra rapidement. Maintenant, dans la pratique, encore une fois, ça sera souvent différent. Ça sera souvent différent. Mais c'est bien que tu parles de ça. Alors, à l'époque, il y avait, ça date, ça remonte un peu, c'est là où je vois que je prends de l'âge, il y avait les trading arcades. Et ça, alors, c'était un genre d'open space où tu avais plusieurs desks, plusieurs groupes de desks et tout ça. Et tu avais un capital commun par desk avec un risque partagé aussi. Alors, l'idée était bonne, mais c'était, on peut le dire voilà, sans filtre, c'était le bazar. Déjà, il fallait parler couramment anglais, donc ce n'est pas forcément le point fort des Français, il faut dire ce qui est. Et ensuite, deuxièmement, c'était bruyant. Il y a tout le monde qui gueulait dans tous les sens. Il y avait aussi ce risque partagé. Donc, si un collègue faisait une grosse erreur, que le drawdown quotidien était atteint, c'était tout le desk qui était pénalisé et tout ça. Donc ça, c'était vraiment la toute première solution au final de compte financier qui existait, mais elle n'a pas duré très très longtemps, on va dire, en tout cas ouvert au grand public. Et après, il y a eu ses propres firmes. Puis après, si entre-temps, qui existe encore d'ailleurs, mais il y a certains brokers qui vont proposer des PAM ou des MAM. Mais voilà, ça c'est un peu borderline parfois dans la manière dont c'est proposé. Et puis bon, voilà, c'est du capital qui peut arriver, mais qui peut repartir à tout moment. Parce que si quelqu'un décide, si un client de la MAM ou de la PAM décide de se retirer, il y a moins de capital tout de suite, quoi. Et ça peut du coup poser certains problèmes. Et c'est très bien de le préciser, puisque juridiquement, effectivement, c'est beaucoup plus délicat. Alors pourquoi? Puisque le compte PAM ou MAM, au final, c'est de l'argent d'autres personnes, de clients, que tu vas piloter via ton compte en général. La différence avec les propres firmes, certes, il y a de l'argent qui est arrivé dedans, mais c'est la propre firme qui te confie ce capital. Donc la responsabilité n'est pas pareille, notamment entre le B2B ou B2C. L'un, c'est tu gères quelque part entre guillemets avec plusieurs on va dire variances, mais tu gères le capital de particuliers, les capitaux de particuliers, et l'autre, tu gères des capitaux qui te sont confiés via une structure. Donc juridiquement, voilà, il n'y a pas photo. Je suis d'accord. Et est-ce que tu penses, parce que ça c'est un peu la question, la grosse question, et c'est pour ça qu'il faut en profiter de mon point de vue, que les propres firmes vont exister toute leur vie? C'est une question qui risque de faire débat, ça. Alors effectivement, on entend des fois que les propres firmes sont des solutions à vie.
D'autres vont dire que c'est uniquement des solutions court terme. Il y a un peu de tous les bruits, on va dire. Moi, ce que j'aimerais surtout souligner là-dessus, c'est que déjà, il faut utiliser des bonnes propres firmes, comme celle avec qui nous collaborons, qui soient solides. Et ensuite, c'est que tout simplement, les traders professionnels, les gros traders, on parle des traders de Wall Street, de Londres, qui ont des dizaines de millions sous gestion, c'est rarement leurs capitaux. C'est aussi des capitaux qui sont confiés soit via des structures financières, offshore ou pas, etc. Donc, la propre firme, pour moi, c'est le modèle professionnel institutionnel adapté aux particuliers. Donc pour moi, c'est totalement cohérent que ça dure. Après, bien sûr, c'est en fonction de la solidité de la propre firme. Tu fais bien de le souligner parce que aujourd'hui, on voit des propres firmes apparaître et disparaître tout aussi vite. Là, dernièrement, la grosse qui a fait du bruit, c'était Fast Track Trading, FTT, où c'était du capital futur instantané. Alors, ça a tenu 3 mois, hein. Donc, il y a eu des payouts énormes qui ont été faits par certains, sauf qu'au bout d'un moment, ils ne pouvaient plus payer. Ils sont partis avec la caisse. D'ailleurs, pour ça, vous avez, alors j'ai plus le nom du site, mais je pense que si vous le demandez à ChatGPT ou vous cherchez sur Google, vous pouvez voir le nombre de payouts qui a été fait par propre firme. Et alors, je pense que ça peut quand même être plus ou moins bidouillé, mais c'est quand même. Voilà, et puis c'est assez bien filtré quand même. Donc ça peut vous donner une idée. Aujourd'hui, de toute façon, il n'y en a pas 50 000. Je peux les citer. Enfin, en tout cas, de mon point de vue. Alors, en CFD, c'est facile, hein, c'est FTMO. YouFunded, du coup, notre partenaire avec Capital Instantané, exactement, qui est assez exceptionnel. Et après, en futur, pour moi, les meilleurs, ça va être Topstep, Fidias, Bullnox, que je trouve qui est sous-coté, mais plutôt pas mal. Et alors, Apex, je suis un peu mitigé parce que voilà, moi je trouve que c'est plutôt bon signe parce qu'ils ont su se relever après s'être fait un peu braquer, entre guillemets, faut dire ce qui est. Et puis on peut avoir 20 comptes chez Apex, c'est ça qui est assez fou, quoi. Pas mal, ouais. Des 20 comptes de 100 000 ou plus. C'est ça qui est énorme. Mais c'est vrai et c'est bien de le préciser. Alors, moi, ce que je recommande, et tu as peut-être un avis différent, mais je pense pas, c'est tout simplement de commencer justement par YouFunded, qui est vraiment une propre firme solide, sérieuse, qui existe physiquement, qui a des bureaux physiques. Et c'est vraiment de commencer par cette propre firme pour déjà d'une part travailler avec une institution sérieuse, solide, obtenir des payouts plus simplement, puisqu'il n'y a pas de bidouillage comme chez certaines propres firmes. Et c'est après de diversifier avec les payouts de cette propre firme, de potentiellement diversifier. Et j'en reviens à ce que je disais avant, c'est qu'un trader professionnel, institutionnel, alors on ne parle pas de gens comme nous, on parle vraiment de gens qui ont des 10 millions, 100 millions, 500 millions sous gestion, c'est rarement leur argent. C'est toujours de l'argent financé à gauche, à droite, etc. Donc c'est un modèle au final assez similaire au nôtre, sauf que nous, c'est pour certes des traders professionnels, on va dire de plus petite envergure, 3, 4, 5 millions à peu près, et les traders institutionnels, eux, bon, c'est encore plus haut. Donc non, les propres firmes, et pour un peu clôturer cette question qui était très intéressante, pour moi, les propres firmes sont une solution d'avenir. Ça peut tenir à condition d'avoir les bonnes propres firmes en face. Tout à fait. Alors peut-être qu'à terme, on verra un peu plus de régulation au sein de ses propres firmes. Donc ça peut aussi solidifier la chose, hein, tout à fait. Écarter les moins bonnes aussi. Donc ça peut être assez sympathique de voir cela arriver. Après, bon, il y a toujours du bon ou du mauvais, hein, quand c'est plus régularisé, etc. Il y a une expression qui est très juste, alors je ne l'ai plus en intégralité, mais c'est un peu les régulations sont bonnes jusqu'à l'atteinte de la liberté. C'est une phrase un peu comme ça et ça veut tout dire et rien dire dans le sens où effectivement il faut de la régulation, il en faut un minimum pour que ça soit tout de même solide et viable, mais il faut que ça reste des régulations qui sont au final en accord avec ceux qui les utilisent et c'est ça qui est important. Exactement. Et c'est pour ça que voilà, aujourd'hui, il faut vraiment que vous tourniez vers des intermédiaires financiers qui sont avec vous et pas contre vous. Contre vous, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, qui vous mettent des bâtons dans les roues. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose de super important. Mais écoute, je pense que nous avons fait le tour du sujet aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait encore apporter? Alors, je sais que tu as énormément de connaissances à partager, que l'on peut d'ailleurs retrouver aussi dans tes coachings. Qu'est-ce qu'on pourrait également encore apporter? C'est peut-être une parenthèse voilà, qui se place, je trouve, plutôt intéressant. Ça va être
de toujours, lorsque l'on trade, comme tu dis, c'est d'avoir des capitaux financés, certes, mais de savoir que le marché est évolutif et qu'un trader, pour tenir dans la durée, doit aussi accepter ce que le marché donne. Si on essaye de faire plus et beaucoup plus que ce que le marché donne, c'est là où les problèmes commencent. Et je pense que c'est un peu la clé de voûte à ce qu'on a pu échanger durant 1 heure, je crois 1 heure déjà, c'est que tout simplement, il faut accepter le marché. Le marché peut donner beaucoup, peut aussi reprendre beaucoup, c'est une réalité. Et c'est en acceptant ce que le marché est qu'on peut vraiment gagner. Je ne sais pas si tu as un avis là-dessus. Si, je suis assez d'accord. Et on entend souvent dire les gens, cette année, j'ai battu le SP500. Bon, généralement, le SP500, sur les 10 dernières années, je crois qu'il fait 12-14% par an, si je ne dis pas trop de bêtises. Alors oui, on est censé faire plus. Mais comme tu le dis, si on arrive à faire plus, c'est parce que voilà, on prend beaucoup de positions, on cherche beaucoup d'opportunités, on peut aussi servir de levier. Donc ça, il ne faut pas non plus en abuser et il faut rester, on va dire, logique avec soi-même. Évidemment, des fois, vous ferez des gros coups. Évidemment, des fois, vous ferez des grosses pertes. Le tout, encore une fois, c'est de rester régulier et enclin avec vous-même, en fait. C'est ça qui va faire toute la différence. Et puis, tu vois, c'est un petit peu comme on disait, capital, la propre firme instantanée, sortir des payouts, réinvestir dans des propres firmes. Comme les propres firmes, quand le cash sort, vous pouvez le réinvestir dans des choses un petit peu plus passives. Toi, je sais que tu fais aussi beaucoup d'investissements long terme, ETF, actions, etc. Même crypto, hein, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et Il y a à boire et à manger. Vous pouvez avoir vos premiers cheveux blancs très vite avec la crypto. Mais c'est vrai de pouvoir diversifier et de pouvoir au final un peu sécuriser son avenir puisque tu n'es pas forcément trader toute ta vie. C'est quand même une usure, c'est quand même un stress. Et le fait de coffrer, d'investir et d'avoir des rendements tous les mois, c'est une sécurité. je pense qu'on peut prendre mon exemple actuel. Là, je suis à Dubaï. Alors, je pensais que j'allais trader. Tout va trop vite, donc je n'y arrive pas. Donc, je préfère m'écarter des marchés. Mais c'est pas grave. Alors oui, j'ai envie de trader, hein, parce que j'ai toujours ce côté, voilà, addiction, adrénaline peut-être. Mais c'est pas grave. C'est pas parce que j'ai pas tradé de la semaine que j'ai pas d'argent qui est tombé. De par ce que j'ai, les business que j'ai à côté ou de par voilà, les investissements, ça peut être des dividendes, ça peut être plein de choses. D'ailleurs, dont tu parles très bien dans ta formation, il me semble. Tout ce qui est taxes et dividendes, alors on peut faire rapidement une parenthèse dessus. C'est vrai que lorsque je me suis lancé dans l'investissement en plus, il y avait 2 écoles qui se présentaient à moi. C'était vraiment soit des actions ou des ETF capitalisants ou distribuants. Et là, je trouve que le choix n'est pas forcément simple à faire. Tu te dis, est-ce que je veux mobiliser du cash pour que dans 20 ans, j'ai le gros pactole, entre guillemets, ou est-ce que j'ai envie d'être payé tous les mois, tu vois? Et moi, j'ai choisi plutôt les dividendes dans le sens où déjà, on ne sait pas de quoi demain est fait. Voilà, tout peut aller très vite. Deuxièmement, est-ce que j'ai envie de mobiliser X% de mon épargne ou de mes ressources pour, dans 20 ans, peut-être toucher un pactole? Et au final, moi, mon objectif, c'était plutôt d'avoir des revenus mensuels qui tombaient, où là, je me dis, le marché, tous les mois, me reverse quelque chose, c'est dans ma poche, et c'est bon, tu vois. C'est un peu les 2 écoles, et on peut notamment, alors, il y a 2 ETF que je ne citerai pas dans ce podcast, c'est un peu mes chouchous, on va dire, qui vont faire un espèce de cover call, donc qui vont mélanger X% de l'ETF en actions, X% en options, pour au final faire soit ça monte, tu obtiens X%, soit ça baisse, tu rachètes. Et ce sont des ETF qui permettent de générer entre 7 et 11% de passifs par an en dividendes. Et ce qui est très bien, et alors pourquoi est-ce qu'on peut atteindre ce type de résultat? C'est justement puisqu'il y a cette notion d'option, de cover call intégré, tu vois. Et c'est là où tu te dis, bon, en investissement, tu peux aussi faire de belles choses. Ça demande plus de temps que le trading, le temps que ça se mette en place et qu'il y a l'effet cumulé qui amorce vraiment au final. Mais c'est intéressant, non? C'est pour ça qu'il faut commencer à investir dès que vous le pouvez. Et même si c'est 50 euros par mois, c'est quand même 50 euros par mois. Vous l'avez déjà assez entendu, le livret A aujourd'hui, ça sert à rien du tout. Même si vous pensez être rentable à la fin de l'année parce que vous touchez du 3%, vous ne l'êtes pas en réalité avec l'inflation, avec tout ce qui. De toute façon, vous connaissez la musique. Hein. Ouais, on doit être à 2,5, là, je sais même plus. J'en ai un, mais je crois qu'il y a 1 000 euros dessus. c'est juste, c'est juste histoire de quoi. En fait, le livret A, comme je dis toujours, c'est bien pour avoir une petite poche de sécurité
Voilà, vous avez la machine à laver qui casse, vous avez la chaudière à changer. Bon, une petite poche de sécurité, c'est ça, voilà. Mais au-delà de ça, il n'y a pas d'intérêt. Est-ce que tu as encore un petit mot de la fin? Est-ce que tu souhaites encore apporter un petit plus? Je sais que voilà, dans le monde des propres firmes, tu es très reconnu. Donc, est-ce que tu as un petit tips pour les plus jeunes et les plus débutants? Oui, alors, parce que c'est vrai qu'on a fait enfin, on parle avec un peu plus d'expérience, mais si vous commencez en propre firme, parce que c'est un gros problème aujourd'hui, prenez votre temps, s'il vous plaît. Il y a trop de monde qui veulent avoir leur challenge en une semaine. Vous n'allez pas y arriver. Et c'est là où justement les propres firmes sont malines, c'est que elles vont vous lancer des paillettes avec de gros capitaux. Elles vont vous dire, bon, tu payes pour du CFD, par exemple, tu payes 500, tu peux avoir 100 000 si tu fais l'objectif demandé. Et les gens vont se presser à le faire. Et je rappelle, pour ceux qui n'étaient pas encore là et qui n'avaient pas commencé le trading à cette époque, par exemple, FTMO et même beaucoup de propres firmes à l'époque, on avait un temps à partie pour réaliser les 10%. Il me semble qu'on avait 20 ou 30 jours de trading ouvrable, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, ce temps-là n'existe plus. Donc, ils l'ont retiré. Je crois que c'est 3 jours de trading minimum ou 4 maintenant. Donc, maintenant que vous n'avez plus cette pression temporelle, prenez votre temps. Si vous avez votre compte en 6 mois, eh ben vous avez votre compte en 6 mois. 15% en 6 mois, c'est déjà une bonne performance, c'est honnête. Et dites-vous qu'au bout, vous allez avoir vos 100 000. Donc, vaut mieux avoir vos 100 000 dans 6 mois plutôt que cramer 5, 6, 7, 8 comptes et l'avoir dans 2 mois, parce qu'en fait, à l'arrivée, vous allez même pas être rentable, en fait. Vaut mieux attendre les 6 mois et l'avoir que... Et il y a beaucoup de gens qui veulent tout de suite passer en propre firme alors qu'ils ont encore des choses à apprendre, encore des choses à voir, et qui se brûlent les ailes, en fait. Et ça, je trouve ça super dommage, quoi. Justement, c'est bien que tu en parles. J'ai déjà eu le cas avec certains de mes étudiants. Quand il y avait un temps imparti, ils arrivaient avec des très très bons scores, des bons résultats, vraiment, tu sais, le bon, voilà, le bon trader. Et 2 jours avant, pression trop haute, trop de stress, trop tout ça, boum. Et ça, c'est moche. Ça, c'est là où moi je recommande, et je pense que tu as du même avis, c'est de partir avec des propres firmes où il n'y a pas de challenge au final, où il n'y a pas de règles bizarres, pour d'une part ne pas avoir la pression du temps, ne pas avoir la pression de l'objectif et être vraiment sur un trading le plus serein possible pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Presque comme si on était en fond propre, finalement. Et qu'on pouvait faire, pas dire n'importe quoi, parce qu'il y a quand même un risque à respecter, mais vous avez pas de bâton dans les roues, vous êtes dans un environnement sain, comme tu l'as dit. Et en fait, ça change tout. Le trading, pour moi, c'est pas compliqué, entre guillemets, mais c'est plein de petites choses, plein de petits détails. Et le fait qu'il y ait plein de petits détails, c'est ça qui devient compliqué. Mais en soi, en réalité, chaque détail n'est pas compliqué à régler. Voilà. C'est juste qu'il faut globaliser, centraliser et comprendre ce qu'on fait. Mais écoute, Hugo, c'est vraiment intéressant et voilà, c'est sympathique également de ta part d'être venu jusqu'à Dubaï. Ça fait 30 heures de vol, quelque chose comme ça. 20 heures avec 8 heures de bus. Voilà. Donc vraiment, merci à toi d'avoir pris de ton temps. Je sais qu'avec le jet lag, c'est aussi compliqué. Et tout simplement, bah voilà, si vous souhaitez être accompagné par Hugo, si vous souhaitez obtenir des coachings, si vous souhaitez nous connaître plus également, nous vous mettrons des liens en description. Et ça vous permettra d'être accompagné de manière professionnelle, réaliste également. Il faut le préciser, voilà, nous sommes encore de l'ancienne école, heureusement. Et tout simplement, ben, merci à toi Hugo, merci pour ton temps et merci à vous qui nous avez regardés.